Alors salut Teddy. Salut. On ne présente plus Hitch et Teddy Pellerin, mais je vais quand même le faire en 2-3 mots pour ceux qui ne seraient pas totalement au fait des actualités récentes de la société. Teddy, tu as fondé Hitch quand tu avais 27 ans, en 2013, pour défier des grands acteurs que sont les Uber, que sont les opérateurs de taxis français notamment. La société s'est bien développée rapidement. Je crois que tu faisais 30 000 trajets par semaine à partir de 2014-2015. Et là, patatras, 2014, Uber Pop est condamné. Et on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Uber dit au pouvoir public, bah, écoutez, si vous nous interdisez d'opérer, il y a aussi Hitch, votre ami français, qui va subir le même sort. Tu essayes pendant 2 ans, je crois, 2015-2017, de faire vraiment évoluer la législation française en créant un cadre pour la mobilité partagée, c'est comme ça que tu le nommes. C'est un échec, tu n'arrives pas à faire évoluer la loi. Néanmoins, le rebond est spectaculaire. 2017, il y a effectivement une condamnation du coup de ta société et de toi-même. Tu m'as dit que vous aviez levé 1 million d'euros seulement à l'époque, une amende de 600 000 euros alors que tu as 60 salariés, coup de bambou. 1 an après, tu as complètement rebondi. Vous êtes aujourd'hui à nouveau sans chez Hitch et vous avez retrouvé les volumes d'affaires que vous aviez avant cette condamnation. Alors, tout le monde peut se dire dans la salle, mais quel est le lien entre Hitch et les fintech? Et il ne faut pas réfléchir très loin pour le trouver. Vous êtes entré dans un secteur régulé. Il y en a d'autres, l'énergie, les télécoms, la banque, le transport de personnes sont des secteurs régulés. Donc vous avez attaqué un secteur régulé, vous êtes attaqué à des géants. Ça fait un peu penser au challenge qu'affrontent les fintech quand elles affrontent les grands groupes bancaires internationaux, banques assureurs, et vous avez essayé de faire changer les lois. Donc les parallèles pour nous sont hyper intéressants et on voulait justement profiter de cette occasion pour te poser quelques questions là-dessus. Je voudrais commencer par une question un peu personnelle. On dit toujours que les entrepreneurs doivent avoir des qualités particulières, persévérance, énergie, force de conviction. Est-ce que quand on s'attaque à un secteur régulé, comme c'est le cas pour le transport de personnes, est-ce que ça demande des caractéristiques particulières en tant qu'entrepreneur? Une personnalité, un état d'esprit spécifique? Ouais, je pense qu'il faut aimer la crise. Il y a des gens qui se révèlent dans les crises et il y a des gens qui se révèlent plutôt quand tout va bien et qu'il y a de la croissance. Moi, personnellement, c'est beaucoup plus simple pour moi de gérer des crises. Parce qu'il y a plein de problèmes et il suffit de les régler un par un. Alors que quand tout va bien, je me dis qu'il y a quelque chose qui va mal se passer et je suis un peu moins bien. Donc, ouais, à mon avis, on sait qu'on est sur ce type de secteur. À un moment, ça va devenir compliqué. À un moment, ça va péter. Et moi, les moments où on a été en crise, bizarrement, c'est les moments que j'ai préférés, quoi. Alors que, clairement, le ciel nous tombait sur la tête, des conducteurs arrêtés, une condamnation, etc. Et pourtant, c'est des moments que j'ai extrêmement bien vécus et où j'en ai retiré souvent des expériences assez fortes. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de transmettre à l'équipe. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aimer la crise. D'accord. Et quand on s'attaque à des géants, donc encore une fois, toi, tu n'as pas pris le plus facile, on s'attaque à Uber, on s'attaque à Taxi G7, etc. Est-ce qu'il faut y aller frontalement, donc se positionner sa marque en opposition à ces acteurs-là? Certains vont jusqu'à dénigrer les opérateurs historiques des secteurs dans lesquels ils vont. Ou au contraire, est-ce qu'il faut être plutôt low profile, rester sous les radars pour pas déclencher leur foudre, en tout cas pas trop rapidement? Quelle a été ton approche? Nous, on a essayé de la jouer le plus low profile possible, où clairement, en 2013, 2014 jusqu'à 2015, personne, à part nos utilisateurs, donc les 18-25 ans, personne ne connaissait Hitch. On refusait toute la presse, on refusait tout, parce qu'on n'avait pas les reins assez solides pour se retrouver au milieu d'une guerre. On sait qu'on n'aurait pas pu résister. Et malheureusement, après, ça nous a rattrapés, parce que justement, quand ça a pété, Uber a clairement dit si vous interdisez Uber Pop, il faudra aussi interdire Hitch, la gentille petite start-up française. Donc regardez comme ils sont mignons, s'il vous plaît, ne le faites pas. Et on a servi de bouclier, mais on n'était pas du tout un bouclier assez solide. Donc je pense que notre stratégie de low profile était plutôt la bonne. Malheureusement, elle n'a pas pu durer assez longtemps. Après, c'est toujours pareil. Si on a les moyens, on peut être plus agressif parce que on va pouvoir répondre. Mais on sait que quand on va être agressif, on va avoir un retour de bâton, un retour de flamme. Donc, il faut aussi pouvoir le gérer. Et nous, dans notre cas, on n'aurait pas pu le gérer. Donc, on essayait d'être le plus discret possible. Donc, ton message, c'est si on a les moyens alors on peut attaquer en frontal. Ça peut être un message passé aux fintech, insurtech qui ont levé des gros montants récemment. Elles peuvent sortir un peu les crocs. Oui, parce qu'on sait que si on attaque un peu plus frontalement, ça va un peu plus buzzer, médiatiquement, ça peut être un peu plus intéressant, donc on peut grossir un peu plus vite. Mais c'est une stratégie un peu plus risquée, donc il faut avoir les reins assez solides.
Si on va un peu plus loin, de façon, on va dire, un peu plus smart, plutôt que d'attaquer en frontal, on peut faire des partenariats avec les acteurs historiques. Dans le secteur de la fintech, de l'insurtech, la notion de partenariat, elle vient assez vite, puisqu'en général, les acteurs qu'on veut détrôner ont des agréments qui fait que souvent, on doit les utiliser, donc faire un certain nombre de partenariats avec eux. Est-ce que toi, faire des partenariats pactisés avec le diable, avec tes concurrents directs frontaux, les Uber, les G7, Taxi Alpha, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu en tête, que tu as essayé de faire ? Ouais, on a essayé de le faire. En gros, les partenariats, je pense que ça peut être très bien quand le rapport de force est équilibré. Voilà, si on fait Hitch se lance, on ne fait pas beaucoup de trajets, il y a G7 qui vient au capital, je pense que ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Nous, on veut que la boîte grossisse, alors que ça peut être juste pour l'image, pour apprendre sur la techno, etc. Et si du jour au lendemain, ils peuvent décider de nous tuer, ils s'en foutent, il n'y a pas une volonté majeure de leur part de gagner de l'argent avec ça. Donc il faut que le rapport de force soit équilibré, sinon le partenariat n'est pas sain. Nous, j'ai essayé de le faire avec Alpha Taxi. En 2014 et 2015, j'ai essayé de prendre je ne sais pas combien de rendez-vous avec eux parce que je trouvais ça génial si on avait eu des taxis sur la plateforme la journée et la nuit, vu qu'on était ouvert que la nuit pour les jeunes le soir, et que le soir, justement, on aurait pu montrer que tous les taxis d'Alpha Taxi étaient pris. Donc, du coup, qu'il y ait des particuliers à côté, ça aurait été assez malin. Bon, j'ai jamais réussi à avoir de rendez-vous avec eux, et la seule fois où j'ai rencontré Alpha Taxi, c'est quand les 900 taxis sont venus en tant que partie civile à mon audience, quoi, pour me demander de l'argent. Donc, nous, ça n'a pas fonctionné. Beau partenariat. C'était pas, ouais, voilà, ça a été. Et après, ils nous ont envoyé des petites images sur Twitter en mode grâce à vous, je pars en week-end. Donc, bon, c'était sympa. On leur a souhaité que la météo soit clémente. Mais donc ouais, non, ça peut être intéressant, mais il faut que ce soit, voilà, faut que les deux partenaires aient le même intérêt et la même vision commune. Et ça, c'est très difficile s'il y a un déséquilibre de taille entre un acteur qui ne joue pas sa santé financière dans ce partenariat-là et un acteur qui joue sa vie, quoi. Donc du coup, voilà. Et justement, on avait choisi, enfin, on voulait le faire avec Alpha Taxi pour cette raison-là, parce qu'il y a 3 boîtes de taxi à Paris, donc qui sont assez grosses, donc G7 et Taxi Bleu, mais qui sont la même boîte, et Alpha Taxi où il y a que des taxis indépendants. Et c'est vrai que naturellement, je pense que c'est l'entreprise qui avait besoin d'avoir l'apport d'une technologie et avec qui on aurait pu évoluer, faire quelque chose d'assez sympa. Ouais. Alors, sur le fait de faire changer les lois, tu m'avais dit que tu avais mis 2 ans, enfin entre 2015 et 2017, pour essayer de faire évoluer la législation et créer un cadre législatif à donc la mobilité partagée. Cette durée de 2 ans, elle me parle pas mal en tant que fondateur de United Credit. C'est à peu près le temps qu'on avait mis pour obtenir l'agrément bancaire entre 2009 et 2011. C'est long, c'est du temps long. Tu m'avais dit toi-même que ça avait été un échec, tu n'avais pas réussi à faire bouger la loi. Est-ce que c'est raisonnable, vraiment, quand on est des sociétés de nos tailles, d'essayer de faire changer les lois ? Non, c'est pas raisonnable du tout. Moi, la première fois où j'ai vu la personne donc notre conseil en affaires publiques, c'était mon investisseur qui m'avait organisé ce rendez-vous parce qu'on commençait à avoir des crises avec Uberpop. Et mon investisseur était en retard, donc pendant un quart d'heure, j'ai expliqué à notre conseil en affaires publiques pourquoi j'étais là juste parce qu'on m'avait obligé à venir et pourquoi je n'avais rien à faire là et que c'est pas moi qui allais changer les lois parce que j'étais trop petit et que de toute manière, j'y arriverais pas. Donc on a fait le rendez-vous, bon, et puis 3 semaines après, je l'ai rappelé et je lui ai demandé de l'aide parce que pour le coup, on n'avait plus le choix. Donc après, il y a juste eu une période c'est soit on essaye de changer la loi ou en tout cas d'expliquer notre modèle, soit on meurt. Donc au bout d'un moment, on n'a pas vraiment eu le choix, donc on a essayé de le faire. Au final, effectivement, on n'a pas réussi, mais ça a été mitigé parce que je pense, pour le coup, le travail de Hitch, alors qu'au début de la crise, tout le monde nous voyait comme un Uberpop français, où en gros, nos conducteurs allaient conduire pour gagner de l'argent et avoir un job sans licence. À la fin des crises, on avait réussi à porter notre message sur l'économie du partage, à expliquer pourquoi nos conducteurs n'étaient pas des professionnels, pourquoi ils conduisaient que de temps en temps pour rembourser une partie des frais de leur voiture, pourquoi c'était utile pour les jeunes d'avoir une solution nocturne, parce que quand on habite en banlieue, sinon on ne peut pas se déplacer le soir. Donc on avait réussi quand même à créer du débat. Après, le problème quand on est sur ce type d'aspect de lobbying, c'est que ça devient un rapport de force. Je pense que la solution Hitch était très positive et a amené énormément de choses positives. Il faut juste qu'elle soit bien cadrée pour s'accorder aux acteurs historiques. Mais le seul problème, c'est qu'en face, il y a des taxis qui vont dans la rue, qui brûlent des voitures et qui bloquent le périph'. Donc là, le gouvernement, ça devient un politique. On en a quelques-uns dans la salle, je ne sais pas s'ils vont accepter mes propos. Mais généralement, un politique, effectivement, s'il peut améliorer la situation, il va le faire. Par contre, il va aussi regarder les problèmes que ça va lui créer. Et si ça lui crée trop de problèmes, il ne va pas y aller. Parce qu'à un moment, ça devient... En tout cas, pas tous. À un moment, ça devient
devient un peu compliqué à gérer. Et gérer des crises de taxi qui bloquent le périph', c'est hyper dur à gérer pour un gouvernement. Ouais. Donc du coup, c'est là où ça devient un rapport de force. Et c'est pour ça que Hitch a essayé de mobiliser sa communauté, de mobiliser ses jeunes, pour qu'à un moment, on ait d'un côté les taxis qui peuvent bloquer le périph' et potentiellement de l'autre côté les jeunes qui peuvent aller dans la rue. Et même, je pense que si on avait été capable de mettre 20 000, 30 000 personnes, 30 000 jeunes dans la rue, le rapport de force, il s'inversait, on gagnait. Mais bon, on est une marque, on n'est pas une cause, donc c'est quand même pas évident. Ouais. Juste le mot de la fin, ta condamnation 2017, 600 000 euros d'amende pour la société à titre personnel. C'est du positif à en tirer ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Parce que je vois le temps, là. On est encore là aujourd'hui, on s'en est sorti. Et puis après, moi, pour le coup, moi, je ne suis pas un homme d'argent. Moi, je n'ai pas fait Hitch pour gagner de l'argent. Moi, j'ai fait Hitch parce que je trouvais que c'était important pour nos utilisateurs et parce que ça m'amusait. Les challenges étaient sympas. Donc, plus à la limite c'est dur et plus ça peut me faire marrer. Donc, ce qui est bien, parce qu'avec Hitch, j'ai été servi. Et donc, voilà, j'ai toujours vu ça comme une expérience. Et quand je suis sorti de l'audience et qu'il a fallu parler aux employés, parce que vous avez vos 60 employés qui sont devant vous, et vous passez d'une boîte qui fait 6 millions de volume par mois à 0, bon, il se pose quand même des questions. Est-ce que je vais garder mon job? Le discours, moi, finalement, il est assez simple. C'est jamais de votre vie, vous allez être dans une entreprise qui passe de 6 millions d'euros à 0. Ça arrivera, enfin, je vous le souhaite en tout cas, j'espère que ça n'arrivera plus. Donc ça va nous arriver qu'une fois. Donc il faut profiter de cette expérience-là. On sait que ça va être dur, on sait qu'on va peut-être pas s'en sortir, mais soit on s'en sort et en plus tout le monde pense qu'on est mort, donc on va devenir des héros, soit on s'en sort pas et on va devenir des martyrs. Donc au final, on n'a pas grand-chose à perdre et on aura une expérience aussi intéressante à raconter et puis on pourra s'en servir pour d'autres missions. Donc du coup, non, c'est pas du négatif. Après, ça a quand même été assez violent. Ouais, quand on est dans la salle et qu'on a toutes les condamnations qui arrivent et qu'on passe quand même pour on est condamné sur du pénal quand même, ça fait quand même pas plaisir. Ouais. Merci pour ce témoignage, Teddy. Le parallèle était génial. J'ai pris un grand plaisir à réfléchir à ce thème avec toi. Et surtout, un grand bravo de la part de nous tous, et je pense de toute la salle, pour la résilience que tu démontres. Et aujourd'hui, Hitch est à nouveau sur des rails exceptionnels, donc félicitations. Merci.